Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, l'école est censée être l'amie des enfants. Est-elle pour autant l'amie de leurs droits? C'est ce que souhaite l'UNICEF. Elle lance une grande initiative en ce sens et on en parle avec l'invité du Grand Oral, Julie Zerlot. L'anti-sèche des Maguessel. L'anti-sèche, vous le savez, c'est la façon dont l'actualité résonne dans les programmes. Actualité anniversaire aujourd'hui, celui de la mort d'une figure majeure de l'éducation et de la culture, Jean Zay. On le rencontre notamment dans les programmes d'histoire. L'heure de la récré, toujours avec Emma. On va jouer avec le langage et puis rendez-vous en fin d'émission avec les années collège, la chronique d'Amélie Paris, professeure documentaliste et chroniqueuse dans cette émission. Elle vous propose un quiz spécial brevet. Cette saison, on va passer l'histoire. La quotidienne de School TV, c'est maintenant. C'est parti, Grand Oral. Les droits de l'enfant dans le monde, mais aussi en France, c'est un petit peu l'histoire de la bouteille à moitié vide ou à moitié pleine. Quand on regarde sur le moyen et le long terme, il n'y a absolument aucun doute, mieux vaut être un enfant aujourd'hui qu'il y a un demi-siècle, un siècle ou 2 siècles. Pour autant, les défis demeurent immenses pour que les droits des enfants soient partout respectés, y compris dans un certain nombre de situations en France. Et pour y contribuer, l'UNICEF lance une nouvelle initiative, un programme baptisé L'école amie des droits de l'enfant. Et on en parle avec Julie Zerlot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du service plaidoyer sensibilisation à l'UNICEF France. Je crois qu'il a un nom un petit peu plus... Oui, allez-y. On inclut aussi les programmes territoriaux, dont École amie des droits de l'enfant. D'accord. Et alors moi, je connaissais avant les villes amies de l'enfant. Oui. C'était quoi? Enfin, c'est quoi d'ailleurs? Ça existe toujours? Oui, ça existe toujours. Ça existe depuis 2002 en France. On en a 300 aujourd'hui, exactement, qui sont des villes qui, sur leur territoire, en France, donc, s'évertuent à appliquer la Convention internationale des droits de l'enfant. On va en parler évidemment de cette Convention internationale des droits de l'enfant. C'est un texte socle pour l'UNICEF. Ce programme École amie des droits de l'enfant, c'est quoi exactement? Je vous avoue qu'en préparant l'émission, en en parlant, on se disait, quand même, normalement, l'école, c'est l'ami des enfants. Donc voilà, mais c'est pas pareil d'être ami des droits de l'enfant. Pas tout à fait, voilà. C'est pas tout à fait pareil de parler des droits de l'enfant et de parler d'être ami des enfants. Et l'école amie des droits de l'enfant, c'est vraiment le pendant des villes amies des enfants, c'est-à-dire comment est-ce que sur un territoire, on peut s'emparer de cette Convention internationale des droits de l'enfant pour l'appliquer, pour la rendre visible, pour la rendre connue aussi et pour pouvoir de fait amener à son effectivité dans l'école, mais au sens très large, c'est-à-dire qu'on va inclure aussi tous les temps de l'enfant, le périscolaire, le temps de restauration, etc. C'est comment est-ce que l'enfant, dans sa globalité, va être pris en charge d'une façon qui respecte ses droits. On précise que quand on parle d'école, on parle là d'école primaire. Tout à fait. Donc la maternelle et l'élémentaire. Voilà, pour l'instant en France, le programme se développe au niveau élémentaire, mais dans le monde, puisque c'est un programme international de l'UNICEF, ce programme peut s'adapter jusqu'à 18 ans, jusqu'à la fin du lycée. Adeline Hazan, qui préside l'UNICEF France, évoque, je la cite, les nouveaux enjeux du monde éducatif pour justifier l'existence de cette action. Quels sont-ils? Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que vous emparez de la question de cette manière-là? En fait, c'est une question qui est fondamentale aujourd'hui, c'est celle du bien-être. Et je pense qu'il faut partir de là. C'est comment est-ce qu'on peut être à l'écoute des enfants? Comment est-ce que, à travers en fait ce texte qui semble être un texte juridique abstrait, on arrive en fait à parler du quotidien. Et comment est-ce que chaque jour, en respectant les droits de l'enfant, on l'aide tout simplement à améliorer son quotidien, à se sentir bien, à se sentir respecté et surtout aussi à se sentir entendu et écouté. Vaste programme. Ce n'est pas forcément évident. Et on voit sur cette chaîne que c'est pas évident tous les jours. Le programme il s'articule autour de 3 objectifs. Apprendre sur les droits, apprendre par les droits, apprendre pour les droits, si on les prend dans l'ordre. Apprendre sur les droits. Apprendre sur les droits, on va être sur les fondamentaux, apprendre ce qu'est la Convention, à quoi elle sert, quels sont ses droits. Donc on est vraiment sur les fondamentaux de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et on va la réviser tout à l'heure après l'anti-sèche. Apprendre par les droits. Alors par les droits, c'est comment est-ce qu'on va adapter notre méthode pour pédagogique, par exemple. Comment est-ce que dans mes cours ou comment est-ce que dans mes séances d'animation, je vais pouvoir utiliser les préceptes de la Convention pour pouvoir changer mon approche, faire plus de participation, beaucoup plus respecter le bien-être des enfants, etc. Enfin, apprendre pour les droits. Pour que ensuite les enfants et les adultes s'en emparent justement pour devenir des acteurs de cette Convention et de ses droits. Alors j'ai regardé le dossier de candidature, bien que n'étant pas... enseignant, mais je me suis demandé ce qu'il fallait. D'abord, c'est toute l'école qui s'engage ou c'est des classes? C'est vraiment toute l'école qui doit s'engager? C'est vraiment toute l'école et même plus largement, puisque justement, on va chercher également la collectivité, d'où le lien avec les villes amies des enfants, pour qu'on puisse engager également les équipes périscolaires, mais aussi les équipes d'encadrement, les équipes de restauration scolaire. Donc, c'est vraiment tout le collectif communauté éducative au sens large. Et le programme est assez copieux parce que les écoles candidates, elles s'engagent pendant 3 ans, après validation de la candidature, à faire plein de choses. Tout à fait. En fait, il y a une auto-évaluation au départ.
Donc on se dit, on remplit, les enfants répondent à un questionnaire de perception, comment est-ce que moi je vis mes droits au quotidien. Et puis ensuite l'école va faire un petit screening de toutes ces questions et dire, nous on a à faire des efforts sur la participation, sur la sécurité, sur le bien-être. Et ils vont choisir à l'intérieur d'un certain nombre d'actions proposées pour élaborer un plan d'action annuel. Et ça, ils vont le répéter 3 fois. Et pendant ces 3 fois, c'est-à-dire pendant 3 ans. Pendant 3 ans. Ouais. Et au terme de ces 3 années, on va pouvoir évaluer si l'école mérite d'obtenir le titre École Amie des droits de l'enfant. Bon. Cela fait bientôt un siècle que les pays du monde entier tentent de s'entendre pour protéger les enfants. L'ancêtre de l'ONU, la SDN, la Société des Nations, avait adopté en 1924 une première déclaration des droits de l'enfant, c'était en anglais, composée de 5 articles. Je crois que maintenant il y en a 54. On va la réviser, la CIDE, juste après. 5 articles, c'était à l'initiative de l'anglaise Eglantine Jebb. On va continuer à parler de tout cela avec Julie Zerlot de l'UNICEF après l'Anti-Sèche chez Maguessel. Autre grand défenseur des droits de l'enfant, finalement, Jean Zay. Bonjour, Emma. Bonjour, Emmanuel. Emma, on est le 20 juin, et c'est un 20 juin en 1944 qu'est assassiné Jean Zay, ancien ministre de l'Éducation nationale, grande figure de la gauche d'avant-guerre en France et que l'on croise dans les programmes scolaires, immense figure également du monde de la culture. Absolument, et on l'étudie parce que son apport pour l'instruction, la culture, le sport, la recherche même sont très importants pour l'avenir de la France et même pour la France d'aujourd'hui. Alors il naît à Orléans en 1904 dans une famille laïque, protestante par sa mère, juive par son père, Léon Zay, qui est issu d'une famille de rabbins. La famille Zay, c'est une famille qui est profondément républicaine, profondément attachée à la France et surtout laïque. Et pourtant, en pleine affaire Dreyfus, on va pointer du doigt le fait qu'il est juif quand il tente d'entrer en politique. Blum vit à peu près la même chose au même moment. Exactement, on cherche à faire... comment faire en sorte que ce candidat du parti radical de gauche, qui se présente donc à la députation à Orléans, ne soit pas élu. Et l'antisémitisme, c'est le premier critère de ses détracteurs. Vous parliez de l'affaire Dreyfus, la famille de Jean Zay fait partie des Dreyfusards. Son père Léon Zay avait même créé un journal Dreyfusard pour contrer les 3 autres journaux à Orléans qui étaient anti-Dreyfusards. Donc voilà le contexte de l'arrivée de Jean Zay en politique. Et pourtant, malgré tout cela, il est élu député à 27 ans. Et vous avez utilement rappelé que l'essentiel de la presse était anti-Dreyfusard à l'époque et pas du tout Dreyfusard comme on le réécrit parfois. Il est élu à 27 ans, réélu en 36 et il est alors appelé au gouvernement par Léon Blum, c'est le Front populaire. Absolument, Léon Blum le repère et lui donne un ministère qui à l'époque n'est pas aussi important qu'il l'est aujourd'hui. C'est le ministère donc, de l'Éducation nationale et des Beaux-Arts, donc de la culture aujourd'hui. C'est le plus jeune ministre, Jean Zay, de la Troisième République. On est dans une période de grandes réformes sociales. Il y a les 40 heures, les congés payés. Et Jean Zay, dans la lignée de ces réformes, met en place lui aussi plusieurs réformes cruciales. La première, c'est la scolarité obligatoire jusqu'à 14 ans. Il veut ensuite également abolir la séparation des filières scolaires selon le niveau social des familles en primaire. Il est pour une école profondément laïque. Il fait construire des dizaines de collèges et de lycées. Il développe les classes promenades. Il démocratise l'activité physique à l'école. Il développe les activités dirigées. Bref, son apport en tant que ministre de l'Éducation est vraiment immense. Immense, de la même façon que son apport pour la culture et pour la recherche d'ailleurs. Et oui, c'est lui par exemple qui crée le CNRS, le Centre national de recherche scientifique. C'est lui qui pense la création de l'ENA. Dans le domaine de la culture, il crée le musée... il faudra attendre 45 et l'après-guerre. Exactement, voilà. Il crée aussi le musée d'art moderne à l'occasion de l'Expo universelle de 1937. On lui doit aussi, je ne le savais pas, la création du Festival de Cannes, dont le premier devait avoir lieu en 1939 et qui finalement ne voit pas le jour tout de suite à cause de la guerre. Et festival qu'il ne voit pas, puisque la guerre, c'est un tournant à la fois dans sa carrière politique, mais dans sa vie. Il démissionne déjà de son poste de ministre et il s'engage en tant que combattant. Oui, il part au Maroc en disant « Je partage le sort de cette jeunesse pour laquelle j'ai travaillé pour le mieux durant 40 mois. » Et les ennuis commencent pour lui, qui a refusé la capitulation. Le régime de Vichy l'arrête, toujours sur fond de haine antisémite. Il est jugé par des pétainistes qui le condamnent, comme Dreyfus, à la détention à perpétuité. Il passe toute la guerre en prison et 4 ans après avoir été emprisonné, le 20 juin 1944, il est assassiné par la milice. Réhabilité au fur et à mesure de la deuxième moitié du XXe siècle par François Mitterrand, par François Hollande. Et en 2015, il fait donc son entrée au Panthéon. Jean Zay, merci beaucoup Emma Guessel. Je signale également une très belle biographie de Jean Zay intitulée Jean Zay, l'inconnu de la République. C'est chez Armand Collin et elle est signée Olivier Loub. On se retrouve pour la récré ? Avec grand plaisir. Grand oral.
Je rappelais juste avant l'Anti-Sèche la première déclaration adoptée par l'ancêtre des Nations Unies, par la SDN. Alors aux Nations Unies, on parle bien de la Convention internationale des droits de l'enfant. 54 articles, elle a été adoptée en novembre 1989. Pour ce qui est de la France, elle a été ratifiée en août 90 et entrée je crois, quelques semaines après. Il fallait le temps que les décrets sortent. Elle met en avant 4 principes fondamentaux concernant les enfants. La non-discrimination, l'intérêt supérieur de l'enfant, le droit de vivre, survivre et se développer, ainsi que le respect des opinions de l'enfant. Quelles sont les priorités en France? On a quand même tendance à... Parce qu'on comprend bien, au niveau mondial, rien que le droit de vivre, de survivre et de se développer avec les guerres, les famines, etc., c'est compliqué. Quelle est l'actualité de cette convention en France? Alors, l'actualité, elle va être multiple, puisqu'effectivement, tous ces principes vont s'appliquer à l'ensemble des enfants à travers le monde. Donc, on ne fait pas de différence, qu'on soit dans un pays riche, moins riche, etc. Donc, vraiment, cette convention s'applique de la même façon. Je veux vous la montrer en couleur. Génial! C'est très pédagogique. Donc ça fait partie des supports effectivement que nous allons notamment distribuer dans les écoles, Amis des droits de l'enfant, pour montrer aux enfants et aux adultes également ce qu'est cette convention. Donc ce sont vraiment... Il n'y a pas 54 cases parce que vous avez rangé toutes les thématiques fonctionnement de la convention à la fin du 43 au 50e ne sont pas les plus passionnants. Exact. Mais pour le reste, il y a une case et une activité. Qu'est-ce que c'est qu'un enfant? Les mêmes droits pour tous, l'intérêt supérieur, etc. Exactement. Donc on est vraiment sur des enjeux qui sont similaires évidemment à travers le monde. Ces enjeux vont être plus ou moins marqués en fonction de là où l'enfant vit, etc. Et donc en France, on va avoir des thématiques très fortes en lien avec la pauvreté. Par exemple, en ce moment, c'est un de nos chevals de bataille de dire comment est-ce qu'on peut prendre en charge et comment est-ce qu'on peut lutter contre la pauvreté des enfants en France. On va également avoir toutes ces notions de bien-être, de participation, d'écoute qui sont aussi au cœur de nos actions. Donc on a énormément de sujets, évidemment les enfants migrants. L'actualité dramatique nous met encore cela évidemment en avant ces derniers jours. Donc on a de multiples sujets, mais vraiment il faut comprendre qu'on est sur une appropriation nécessaire de cette convention par les adultes et les enfants. Et souvent, quand on parle de cette convention, on nous dit oui, mais les enfants, ils ont aussi des devoirs. Alors que là, on n'est pas du tout dans ce registre-là. On est sur les droits fondamentaux. On est sur la différence, en fait, entre les désirs et ce qui va être le besoin de l'enfant. Donc là, on est vraiment uniquement sur son besoin. Il a besoin d'être protégé, il a besoin de manger. Est-ce qu'on se verrait refuser un verre d'eau à un enfant qui a soif? Non, c'est un droit fondamental. Ah si, il s'est mal comporté avant, si, bien sûr. Peut-être un verre de Fanta ou un verre d'un soda. Non, mais ça, c'est pas bien. Voilà, on pourrait lui refuser en disant là, par contre, pour l'instant, tu n'y as pas droit. Par contre, ces droits fondamentaux, c'est d'avoir accès à de la nourriture. Et ce sont des droits qui sont évidemment indiscutables. Vous parliez des enfants déracinés. Je donne quand même le chiffre, puisqu'en 2021, plus de 36 millions de filles et de garçons sont en mouvement à travers le monde. C'est le plus grand nombre jamais enregistré depuis la Seconde Guerre mondiale. Et dans ces 36 millions, c'est plus de 36 millions, il y a 13,7 millions d'enfants réfugiés et demandeurs d'asile, et pas loin de 23 millions d'enfants déplacés à l'intérieur de leur pays. Alors bon, ça, et donc avec un certain nombre d'entre eux qui d'ailleurs arrivent en France. Oui, tout à fait, et qui sont même qui arrivent souvent seuls et qui doivent être pris en charge comme des mineurs non accompagnés et dans une prise en charge qui est vraiment particulière et qui doit être tout à fait respectueuse de cette convention. Ils ne peuvent pas être traités comme des adultes. Ouais. Vous signaliez tout à l'heure le lien, et je crois que c'est un dossier que vous avez suivi dès le début à l'UNICEF France quand vous êtes arrivé avec les villes amies des enfants. Oui. C'est un programme maintenant assez ancien, plus de 300 villes labellisées. Oui. Qu'est-ce que ça a produit comme effet concret? Vous évaluez un petit peu tout ça? Oui, bien sûr. Qu'est-ce que ça change? On suit énormément les plans d'action des collectivités. En fait, ce que ça va changer vraiment, c'est la prise en compte de façon très transverse des droits de l'enfant dans la collectivité. Exemple? Alors, c'est pas seulement dans les accueils de loisirs, ou ça va pas être seulement dans la direction de l'éducation, mais ça peut être beaucoup plus large. L'urbanisme, l'espace public, comment est-ce que cet espace public peut être accueillant et vivable pour les enfants? Ça peut être évidemment dans des domaines très divers sur justement la prise en compte très transversale aussi de la participation. Comment est-ce qu'on peut impliquer les enfants? Les conseils d'enfants? Les conseils d'enfants, mais comment est-ce que plus largement on peut impliquer des enfants dans la décision publique ou dans le projet public? Et donc tout ça, ce sont des choses qui évoluent énormément ces dernières années, dont les collectivités s'emparent avec grand bonheur pour nous. Et on a vraiment évidemment aussi d'autres thématiques beaucoup plus pointues, comme la lutte contre la pauvreté qu'on évoquait juste avant. Mais c'est vrai qu'on a des collectivités qui vont beaucoup plus loin que d'autres et qui
prennent en compte cette réalité que vivent les enfants. Voilà, et j'ajouterais, quand on parle des villes amies des enfants, que bien souvent, quand on pense la ville pour les enfants, mais c'est un peu la même chose quand on la pense pour les personnes âgées ou les personnes en situation de handicap, enfin bref, quand on pense pour des personnes qui sont, qui ont plein de raisons, qui sont en situation de minorité, on va dire, en fait, on fait une ville meilleure pour tout le monde, parce que absolument tout le monde en profite. Exactement. Et donc ça, c'est vraiment un levier absolument essentiel. Il y avait donc déjà ce label des villes amies des enfants. L'UNICEF lance celui des écoles amies des droits de l'enfant. On va continuer à en parler avec Julie Zerlot. Nous, dans les droits de l'enfant, il y a un truc essentiel auquel on ne renoncera jamais dans la quotidienne. Droit fondamental, article 55 de la Convention, la récré. Article 55, ça vous va? Ouais, ça me va. Parfait. Je vous rebaptise article 55. Super bien. Ok, ça me va. Emma, dans cette heure de la récré, on va parler virlangue. Je crois qu'on dit aussi fourche-langue. Ah, je savais pas. Ouais, mais moi-même, virlangue, je ne le savais pas. Non plus. C'est pour ça que j'ai découvert fourche-langue. Voilà, tu t'entêtes à tout tenter, tu tues et tu te tues à t'entêter. Hein? Et ouais, je me suis entraînée. Très bon exercice pour la prononciation et l'articulation qu'on aime bien faire aux tout petits, sauf que bon, c'est pas vraiment toujours tout à fait ça. Regardez. Un chasseur, sachant chasser, sans son chien, est un bon chasseur. Allez maintenant tous ensemble. Un chasseur sachant chasser sans son chien est un bon chasseur. Un chasseur, Oui. sans chasser, sans chien et un bon chasseur. Ouais, tu as presque réussi. Maintenant, les chaussettes Et chaussettes. de l'archiduchesse Et l'archiduchesse, sont-elles sèches sont-elles sèches? ou archi-sèches? Les chaussettes, Attends, je vais te le redire moi. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? les chaussettes de l'archiduchesse, sont-elles sèches ou archi-sèches? À vous. Comment à moi? À vous. Allez. Un chasseur sachant chasser doit savoir chasser sans son chien. Mais bravo. Un pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait demanda un jour au tapissier qui tapissait: vaut-il mieux pâtisser chez un tapissier qui tapisse ou tapisser chez un pâtissier qui pâtisse? Oui, enfin moi je dis que 16 sèches. C'est dur, le plus dur. C'est dur. Et vous vous êtes gardé parce que le pâtissier qui pâtissait chez un tapissier qui tapissait demande un jour au tapissier qui tapissait, c'est facile, si je puis me permettre. Oh là là, bravo. Vous nous faites les Bravo. sèches... 16 chaises sèches. Ouais, faut le dire lentement quand même. Ça s'appelle des virelangues ou des fourches-langues. Vous pouvez y jouer pendant la récré ou à d'autres moments. C'est assez sympathique, on en trouve plein sur Internet. Merci Emma pour cette récré Avec linguistique. Mais oui. Grand oral, Julie Zerlot. Julie Zerlot, on évoquait en début d'émission les verres à moitié pleins, les verres à moitié vides en matière de droits de l'enfant. Ça vaut particulièrement pour l'accès à l'éducation, mais là je cite au niveau international. En 1989, 364 millions d'enfants n'étaient pas scolarisés à l'école ou au collège. Ils sont 250 millions aujourd'hui. C'est donc quand même qu'il y a des progrès considérables, mais 250 millions, c'est également considérable. Et au niveau mondial, le Covid a eu un effet assez terrible et a un petit peu arrêté cette dynamique. Le label des villes amies des droits de l'enfant, vous disiez que ça existait à l'international avant d'arriver en France? Oui, tout à fait. Ce sont des programmes internationaux. École amie des droits de l'enfant. École, pardon, oui, amie des droits de l'enfant. Amie des droits de l'enfant. Vous avez des éléments de bilan d'ores et déjà? Alors, on a des éléments de bilan parce qu'il y en a des pays qui nous ont largement précédés, et notamment le Royaume-Uni qui a commencé en 2007. Et alors, ils sont allés très vite. Sur le droit de l'enfant, il fallait qu'ils fassent des petits efforts quand même, parce qu'ils avaient encore la punition corporelle autorisée. Mais justement, et aujourd'hui, ils ont 4500 écoles Ah oui, quand même. des droits de l'enfant. Ouais. Alors, je ne sais pas combien il y a d'écoles là-bas. Je sais qu'en France, il y en a un peu plus de 30 000. Oui, mais je ne fais pas de proportion, ouais. mais effectivement, Mais ça commence à faire. Ça commence à faire beaucoup. Donc, ils ont forcément énormément d'éléments de bilan, en sachant qu'au Royaume-Uni, ils ont un système de récompense qui ne serait pas tout à fait adapté à notre système éducatif, mais en tout cas, les Pourquoi écoles... ils leur donnent des boissons gazeuses et des sucrés les écoles sont en compétition entre elles. Ah, oui. Donc ça, on ne peut on pas fait rentrer ça. là-dedans. Non. Mais en tout cas, ce système de compétition fait que, en fonction de leur degré d'atteinte de ce titre, École amie des droits de l'enfant, ils ont un certain nombre de médailles, argent, bronze, etc. Et donc, au-delà de cette anecdote-là, évidemment, on a des résultats parce qu'on a des progressions assez fulgurantes sur la connaissance des droits et surtout sur ce que ça implique ensuite. Et là, on rejoint le par et le pour de apprendre sur les droits et apprendre par les droits, sur les droits, pour les droits. Parce que les enseignants s'approprient ces méthodes, ils changent leur façon d'approcher les enfants et les enfants eux-mêmes deviennent prescripteurs de cette convention. Pour eux-mêmes, évidemment, mais aussi pour les autres. Et donc, beaucoup moins de harcèlement avec des équipes de communautés éducatives. Ah bah c'est pas mal ça.
Évidemment. Plutôt donc que là, de faire on arrive 1 heure de déjà- temps en temps quand il n'y a plus d'élèves dans les collèges parce qu'un Exactement. drame est arrivé. Donc là, on est vraiment au cœur en fait des bénéfices de cette méthode-là. C'est je suis conscient de mes droits, je les défends. Je suis conscient des droits de l'autre, je les défends également. Si je me sens en insécurité, je peux alerter, je sais à qui m'adresser et l'adulte sait prendre en compte ma demande et mon besoin. Julie Zerlot, les écoles qui veulent candidater, vous allez les aider. Vous leur donnez un kit, c'est ça? Oui, alors Qu'est-ce qu'il y a dans le kit? On aura énormément de matériel à donner. Donc on a montré tout à l'heure Donc ça, on a dans toutes les salles de classe. Des affiches sur la Convention internationale des droits de l'enfant. Et les enfants, si vous regardez, ça peut même servir avec les parents. Oui. De temps en temps, il y a 2-3 droits, ça peut être pas mal. Comme la récré. Effectivement. Le 55e. Il y a le droit au loisir de Il y a le droit au loisir, ouais, tout à fait. Donc il existe. Le libre partage des idées. Par exemple. Voilà. Et donc on a tout un kit de matériel pour la classe, mais aussi un kit qu'on appelle de sensibilisation aux droits de l'enfant pour l'enseignant, avec toute une progression pédagogique. Donc un kit qui va être basé sur CP, cycle 2 et cycle 3, donc 3 kits. En fait, dans chacun des kits, 10 activités par an qui permettent d'aller sur j'apprends les droits, je les comprends et ensuite je peux agir. Activités qui, j'imagine, sont tout à fait transversales puisque tout ça permet de faire au passage du français, de l'histoire. Exactement. C'est vraiment basé sur l'ensemble du programme et sur l'ensemble vous avez du travaillé avec des socle de enseignants. compétences. Voilà. Exactement. Pour que ce soit ancré là-dessus. Un programme qui veut inspirer les acteurs éducatifs, les aider à adopter des pratiques pédagogiques innovantes. Ça, c'est un point important aussi. Oui, c'est un point parce important parce que justement, on ne peut pas uniquement s'adresser à l'enfant. Si l'adulte ne change pas lui-même son comportement et son approche, ça ne fonctionnera pas. Et donc, on a besoin, et on est notamment en partenariat avec Réseau Canopé pour commencer à monter des formations qui seront proposées justement aux enseignants et aux acteurs éducatifs. Parce que sans ça, ça risque pas de marcher. Tout à fait. Voilà, je ne sais pas si vous vous souvenez qu'il y a eu quelques débats en France au moment de la loi d'orientation Jospin de 89, dont une annexe prétendait mettre l'enfant au centre du système. Oui, vous étiez vous-même à l'école à l'époque primaire, en maternelle même. Mais ça avait quand même fait de gros débats. Et quand on disait il faut mettre l'enfant au centre, mais vous, c'est vraiment une position que vous affirmez très fortement finalement. Exactement. Et on s'appuie sur un texte juridique, mais qu'on traduit beaucoup pour qu'il soit accessible et quotidien surtout, et ça c'est important. Cette Convention internationale des droits de l'enfant qui est quand même été ratifiée, on est censé l'appliquer dans notre pays. Vous restez avec nous, on va aller un petit peu après l'école, on va aller au collège et on va retrouver Amélie Paris, notre prof documentaliste et chroniqueuse. Emma, merci beaucoup. Merci. Une chaise 16 chaises sèches. Ah, c'est dur. Encore raté, les années collège. Les années collège, notre rendez-vous avec Amélie Paris, professeure documentaliste au collège Maurice Utrio, c'est à Paris dans le 18e en REP+, et chroniqueuse dans cette émission, journaliste tout court. Amélie, le brevet, bonjour d'abord. Bonjour. Le brevet approche. C'est un collège ami des enfants que vous avez, vous ? Comme il y a les écoles amies des enfants de l'UNICEF. Évidemment. En tout cas, un CDI amis des enfants. Ah bah oui. Clairement. Et des ados. Il vaut mieux. Le brevet approche. Il aura lieu les 26 et 27 juin. Il reste une semaine pour les collégiens de 3e pour réviser. Et vous allez nous en parler. Et oui, et on le sait, hein, l'histoire, c'est le gros morceau. C'est vraiment l'épreuve qui fait peur aux élèves. D'autant que le programme de 3e est assez conséquent. Alors, c'est tout le 20e siècle, ou plus exactement le cours 20e, de 1914 à 1991, pour reprendre la périodisation de l'historien britannique Eric Hobsbawm. Alors, 2 guerres mondiales totales avec des millions de victimes civiles, une lutte idéologique et un siècle marqué par l'émancipation des femmes. Et comme j'adore vous tester, Emmanuel, je vous ai préparé un petit quiz. Oui, je vous teste. Ah d'accord, ah ouais. Oui, pour voir si vous connaissez bien le programme de 3e. Donc, je vous prépare un petit quiz. Super. J'adore. Qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, répondre. D'accord. Alors, on y va. C'est une bataille qui s'est déroulée du 21 février au 18 décembre 1916. Elle a eu lieu en Lorraine et a opposé les armées françaises et allemandes. Elle a fait 700 000 morts. C'est Verdun. Bien. J'ai révisé dans le podcast de Philippe Collin, sur Philippe Pétain d'ailleurs, le très très bien. Alors, vainqueur de Verdun. Oui. Alors parallèlement, les Français mobilisés pendant cette bataille ou revenus épuisés ont confié aux Britanniques l'attaque des lignes allemandes dans la Somme. Et cette bataille sera encore plus sanglante. Alors je fais par ordre chronologique. Ok, j'ai un point. Oui, un point. C'est un soulèvement qui a eu lieu le 25 octobre 1917 contre le gouvernement provisoire Kerensky, mené par Lénine et Trotsky. Il aboutira par la suite à la création de l'Union des républiques socialistes soviétiques. Je suis Emmanuel Davydenko, donc je
sait un peu que c'est la révolution d'octobre, la révolution russe. Exactement, qui fait suite à celle de février en 1917 également, avec le renversement du tsar Nicolas II. Je suis une attaque surprise qui a eu lieu le 7 février 1941. J'ai le droit de vous couper ou pas? Bien sûr, Pearl Harbor. vous savez. Bah, 41. Oui. Donc les pertes américaines sont importantes, 2403 morts, 1178 blessés, et elle s'inscrit dans la continuité de la politique expansionniste et impérialiste japonaise menée depuis les années 30. Plus de 13 000 personnes, dont un tiers d'enfants, ont été arrêtés et détenus pendant 5 jours lors de ce terrible épisode qui a eu lieu entre le 16 et le 17 juillet 1942. Je suis... La rafle du Veldiv. Qui doit son nom au Vélodrome d'hiver, un stade parisien qui était dans le 15e arrondissement, qui a été détruit en 1959. Et c'est la plus grande arrestation massive de juifs en France pendant la Seconde Guerre mondiale. Et la suite terrible, on la connaît. Il a fallu attendre le 21 avril 1944 pour que j'existe. Je suis le fruit d'un long combat mené depuis 1848, depuis la création du suffrage universel masculin. Je suis... Et alors, vous croyez qu'avec des chroniqueuses comme vous, ou comme Emma Guessel, je peux ignorer que vous êtes le vote des femmes et que la première fois c'était au municipal? Ah ben oui. Mais parce qu'il y a une anti-sèche dans cette émission. Oui, J'étais super bien formée dans la quotidienne. Donc le droit de vote des femmes et aussi le droit de se présenter à une élection. Alors ce n'est qu'un an plus tard, en 1945, qu'elles voteront pour la première fois donc pour les élections municipales, et elles seront 12 millions de femmes à mettre leur bulletin dans l'urne. Conflit qui durera de 1954 à 1962 et qui participe au mouvement d'indépendance des colonies françaises et britanniques. La guerre d'Algérie. Oui, la guerre d'Algérie, qui oppose les indépendantistes algériens à l'État français, juste après la guerre d'Indochine en 1954. Et plus tôt, on avait eu en 1947 l'Inde et le Pakistan qui prenaient leur indépendance face à l'Angleterre. Et on peut quand même donner un conseil de culture G, même si vous passez... D'ailleurs, c'est pour les parents, voilà, vous pouvez lire Attaquer la Terre et le Soleil de Mathieu Bellesi, prix du livre Inter cette année, publié aux éditions du Tripode. Sur cette période dont on ne parle pas, qui est la colonisation de l'Algérie, qui n'est pas au programme de 3e pour le coup. C'est vrai, donc très bonne ressource. Alors si je vous dis Voltaire, Robespierre, Lamartine, Victor Hugo ou encore Aristide Briand, ils se sont battus contre, vous me direz... Ils se sont battus contre plein de choses. Oui, mais et contre la peine de mort qui a été abolie. Bah ça, vous avez qui? Lamartine, Voltaire, Robespierre, Lamartine, Victor Hugo ou encore Aristide Briand. Okay. Je ne les ai pas tous cités. Hein. Ah bah donc aboli en 1981, après 2 siècles de lutte, donc le 18 septembre 1981 exactement, par 363 voix contre 117. Après 2 jours de débat, l'Assemblée adopte le projet de loi présenté par Robert Badinter, alors garde des Sceaux du gouvernement Mitterrand. Et enfin, c'est fini. Non, une dernière, mais j'arrête si vous voulez, mais vous débrouillez très bien. Allez, il aura vécu 28 ans de 1961 à 1989. 245 personnes sont mortes en essayant de le franchir illégalement, même si le nombre exact de victimes est difficile à évaluer. Sa chute va permettre aux habitants d'une ville de passer d'un côté comme de l'autre. Et à Rostropovitch de faire un beau concert, le mur de Berlin. La chute du mur de Berlin, oui, le 9 novembre 1989. Allez, j'arrête là. Très bien, vous en sortez bien, bah oui. Il manque un point quand même. C'était la peine de mort pour, je ne sais plus, Voltaire, Robespierre, Victor Hugo, Lamartine, etc. Aristide Briand, ouais. Bon, pas simple le brevet en vrai. Non, c'est pas ça. Non. Ils ont le moral, vos élèves oui, avant le brevet? Bien sûr, ils ont déjà passé l'oral, là, ouais. Ils sont confiants. Ils ont votre CDI en plus. Mais évidemment. Bon, génial. Vous pouvez afficher ça, tiens. On peut faire un cadeau ou pas? Bien sûr. Tenez, c'est pour le CDI de Maurice Utrio. C'est tous les droits. Et évidemment, après, il faut qu'ils aillent sur le site. Pour en savoir plus, en parlant de site internet, Julie, on va sur Découvrez My UNICEF. Donc, My comme mon en anglais, hein. Et unicef.fr tout simplement, et ça regorge de plus de 200 ressources pédagogiques, vidéos, motion design, kits à télécharger, etc. Super, vous viendrez nous raconter ces écoles amies des enfants, alors comment elles s'en sortent? Très volontiers, à partir de la rentrée, je vous ramènerai génial, plein d'écoles. On pourra aller amies des droits de l'enfant, j'ai dit amies des enfants, pardon. C'est les villes amies des enfants et c'est les écoles amies des droits de l'enfant. On apprend par cœur les 54 articles de la CIDE. En vrai, on en apprend un peu moins parce que les derniers, c'est sur comment ça marche. Donc en fait, il n'y en a qu'une cinquantaine à apprendre. Julie Zéraud, merci beaucoup de nous avoir rendu visite sur le plateau de la quotidienne. Amélie, merci de m'avoir fait réviser devant tout le monde le brevet des collèges. Et Sial Quick, la période de candidature des écoles élémentaires intéressées par l'initiative est ouverte jusqu'en septembre. C'est maintenant, jusqu'au 30 septembre. Jusqu'au 30 septembre 2023, c'était important de le redonner. Merci aussi à toute l'équipe de l'émission. Au maquillage, Laure Audemont, à la préparation de l'émission Marine Plantec, en régie Édouard Degnaud avec Emma Frari, Thibaut Goury-Lafont pour le son, Raphaël Morel pour la réalisation. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez nous en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.